Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous parler des questions qu'on m'amène assez souvent en séance et un peu comment j'y réponds parce qu'on est beaucoup à avoir un peu les mêmes préoccupations, les mêmes envies finalement d'aller bien. Et il y a des questions qui sont très récurrentes que je trouve souvent. Par exemple, comment me connecter à mes guides? Comment être sûr que mes guides, c'est mes guides, que c'est pas une espèce d'entité ou de chose qui se paye ma tête, qui est en train de communiquer avec moi. Alors ça, en général, j'explique aux gens que durant la séance, lorsqu'on sera connecté et qu'on aura vérifié, là qu'on sera à deux pour vérifier, qu'on aura vérifié la véracité des choses, je leur donnerai après une communication plus fluide où ils pourront, reconnaître à la suite de cette séance la signature énergétique de leur guide. Ok, mais je leur explique que la première des guidances, la plus importante, je vais souffler parce que ça monte. La première des guidances, la plus importante, eh bien, c'est la guidance non pas d'un guide qui soit extérieur à nous, mais de notre propre guidance intérieure. Ce qu'on appelle son soi divin, son âme, son moi supérieur, sa propre conscience, sa propre petite voix intérieure. Cette guidance-là, c'est une guidance qui est toujours juste, qui est toujours totalement sur mesure en fait. Il n'y a pas d'interprétation vraiment possible. Quand une guidance vient de l'intérieur, elle est sujette à interprétation. Elle est souvent dans une certaine mesure capable de vous influencer. En fait, je vais filmer là où je me promène. Ça sera beaucoup plus joli que de me filmer moi. Elle est une guidance qui va chercher à vous influencer en vous disant bah ça c'est bien pour toi, ou alors tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, ou alors non évite ça, ça c'est pas bien pour toi. Et dans la guidance qui est extérieure, qu'elle soit humaine, énergétique, éthérique ou autre, et bien souvent vous aurez des phrases qui commencent par il faut ou tu dois. Alors pour ceux qui sont pardon, pour ceux qui sont des fidèles abonnés à ma chaîne et qui les ont toutes vues mes vidéos et qui connaissent mon opinion sur les phrases qui commencent par il faut ou tu dois, vous savez très bien que tout ce qui commence par il faut ou tu dois dans l'existence, on n'y écoute pas. On n'écoute que les phrases de guidance qui sont déjà des phrases réponses et non pas des phrases qu'on vous impose. J'entends par phrase réponse que vous avez, si vous voulez, poser une question au préalable et vous allez recevoir une réponse à cette question par le biais d'un channel, par exemple, d'un canal, par le biais d'écriture spontanée sur une feuille, par le biais d'un médium ou... Oui, il y a pas mal de différentes possibilités pour recevoir des réponses en réalité. Et cette réponse, eh bien en fait, elle est provenante de l'extérieur de vous et vous n'avez pas de moyen, tu viens Pachi? Et vous n'avez pas de moyen de la vérifier. Enfin, de vérifier l'auteur vraiment de la provenance. Alors, bien évidemment, vous allez vous mettre en contact avec des gens qui normalement ont une certaine capacité à faire ça, même certains professionnels d'ailleurs des fois, mais vous êtes soumis au fait de leur faire confiance. Alors ça peut des fois vous induire en erreur parce que eux-mêmes peuvent se faire duper, ça arrive, c'est comme ça. Certains gens se font duper. Donc là vous obtiendrez des guidances qui soient des guidances qui vous piquent votre souveraineté, parce que ça vous dit ce que vous devez faire ou ne devez pas faire, ça vous conseille vraiment en vous influençant. Ça c'est une question que je reçois souvent. Comment savoir si je suis avec la bonne guidance? Alors le truc premier à savoir, c'est qu'une guidance, elle vous invitera toujours à faire l'expérience de quelque chose, quelle que soit la question. Par exemple, si vous lui dites, je quitte mon job pour m'installer dans telle activité que je mets sur pied,
mais ça décolle pas vraiment, je comprends pas, est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour moi? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix en allant vers telle activité? Si ça vous dit oui, tu es vraiment dans le bon choix, ou non, il faut que tu fasses ci, fasses ça, vous êtes avec une fausse guidance. Si ça vous dit quelque chose qui soit de l'ordre de tout est possible, écoute, il te suffit à toi d'harmoniser tes pensées pour que ça fonctionne, ou quelque chose comme ça, là vous êtes déjà avec une guidance un peu plus juste, un petit peu plus judicieuse, qui vous dit pas que c'est bien ou que c'est mal, mais qui vous explique les différents fonctionnements mécaniques que vous avez mis en place et qui vous emmène à avoir succès ou pas. Donc c'est vraiment d'avoir cette espèce d'écoute attentive où vous pouvez vraiment différencier ce qui est un conseil direct d'une guidance. Parce qu'un conseil, des fois on ne le demande même pas le conseil, et on le reçoit, et il n'est pas forcément très productif pour nous. Et une guidance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est on demande. Ça vous laisse votre souveraineté si vous voulez. La guidance, elle a cet avantage que vous posez une question, mais vous devez poser une question souveraine, c'est-à-dire pas est-ce que ça c'est bien pour moi, ou est-ce que cette personne je dois la fréquenter, mais plutôt tiens, j'ai envie de fréquenter telle personne, mais tout le monde se dresse contre moi, on me dit que si, on me dit que ça, mais moi j'ai envie de la rencontrer, de la fréquenter quand même. Comment la rencontrer, comment libérer toutes les barrières qui se mettent sur mon chemin? Telle activité, ça me pose des problèmes, j'ai pas confiance en moi, je suis persuadé qu'à mon âge je vais plus réussir à apprendre comme avant. S'il vous plaît, guidez-moi pour pouvoir me permettre de me réaliser dans telle activité. Et là vous aurez vraiment une guidance qui va dire ok, écoute, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, et ça devrait marcher. Mais c'est du conditionnel, c'est pas un ordre ou une ordonnance. Bien. En fait, moi je le fais souvent cet exemple. Lorsque vous imaginez que vous partez en vacances, bon, vous mettez vos affaires dans le coffre, vous prenez la route et vous vous arrêtez sur le bord de la route pour demander à quelqu'un de vous guider sur l'endroit où vous voulez aller. Alors, vous vous arrêtez et vous demandez pas « Eh monsieur, bonjour, où dois-je partir en vacances ?» Sinon, le monsieur va vous regarder, il va faire « Hein ? J'en sais rien, moi. Vous aimez quoi, la montagne, la mer qu'est-ce que c'est qui vous fait du bien ?» Non, vous allez lui dire « Écoutez, monsieur, bonjour, je veux partir à Marseille, mais je souhaite pique-niquer sur la route. J'ai pas envie de me casser la tête avec des autoroutes où on peut pas s'arrêter hors que sur des aires de repos bondées. Par où dois-je passer ?» Lui, il va dire « Ah d'accord, vous pouvez passer par ici, par là, il y aura un lac, il y a moyen de pique-niquer, patati patata. » Voilà, là c'est de la guidance. Il répond à votre ordre, il ne vous influence pas, juste il vous donne matière à pouvoir faire ce que vous voulez en remplissant les cases vides que vous aviez et qui demandaient un peu d'aide. Voilà, ça c'est de la guidance. Ensuite, j'ai une autre question qui vient assez régulièrement dans les séances. C'est la question du mental. Est-ce que vous êtes sûr que je vais être hypnotisable? Comment je fais moi pour gérer, pour être sûr que ce n'est pas des réponses de mon mental et que c'est vraiment des réponses de mon esprit qui vont venir? Comment lâcher prise? Comment lâcher prise? Alors ça, purée, ça c'est vraiment le conseil qui vaut des millions. Je suis sûr qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais c'est vraiment le lingot d'or le jour où on arrive à en comprendre et à en saisir la substance, parce que théoriquement c'est relativement simple à faire, mais alors dans la pratique, surentraîné comme on est et sursollicité comme on est à travailler sur notre mental principalement, franchement c'est un exercice qui est colossal. Donc cette question, comment lâcher prise, comment être sûr que je suis avec mon esprit, mon cœur, et que mon mental est bien au service de ces derniers et que c'est pas lui le pilote, et bien là c'est très simple, enfin c'est très simple en théorie, hein. Là c'est très simple, c'est de ne pas laisser le choix au mental de confirmer que justement vous vous trompez ou pas. Ça veut dire que finalement vous êtes dans l'abandon de vous-même. Quand vous recevez une information, il y a une information qui est l'information spontanée, celle qui arrive dans l'instant, l'instantané même on peut dire. Et cette information, elle va tout de suite être prise en charge par le mental. Le mental, il va décortiquer, il va analyser, il va faire ses propres calculs de solvabilité, de tout ce qu'il a besoin pour pouvoir se rassurer, parce que le but du mental est toujours de rassurer. Le fait de vous écarter d'une peur, de la peur de vous tromper, de la peur de perdre, de la peur de faire faux, de la peur, bref, c'est toujours une peur que le mental
va analyser et essayer, il va essayer de vous écarter de cette peur. Et en même temps, c'est son seul but finalement. C'est son seul but, c'est de répondre à tout ce qui est en lien de près ou de loin avec la peur. Et donc c'est un système de survie si vous voulez. Donc vous avez une information première qui arrive, qui est l'information de l'esprit, du cœur. C'est vraiment joli, je sais pas si... Ils sont tout mignons ces petits sapins avec leurs petites boules de neige partout. Vous avez une information qui arrive donc de l'esprit, du cœur, et puis votre mental il commence à la décortiquer. Le mental il pose tout un tas de questions. Le mental il se sollicite lui-même pour savoir par exemple, tiens, est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que, il pose toujours ces questions. Est-ce que si, pourquoi ça, et comment si, et comment ça. Alors que l'esprit, lui, il aura cette tendance à rêver et à ne pas du tout s'inquiéter de est-ce que j'invente ou est-ce que j'invente pas, parce que de toute façon, pour lui, tout est inventé. Tout est illusion. Il n'est pas du tout lié au corps, comme le mental, qui lui est totalement lié au corps et opère en tant que grand gardien de la survie du corps, de l'ego, etc., qui est la représentation de ce que vous croyez être, alors que l'esprit, lui, il s'en tamponne. Il est à la fois le corps vivant, le corps mort, il est là quand il y a le corps, il est même là quand il n'y a plus le corps. Il est vraiment pas préoccupé par le fait de risquer quelque chose, et donc lui, il se permet de rêver. Toutes les solutions, aussi utopiques soient-elles, sont recevables pour lui. Toutes les expériences maîtrisées ou non maîtrisées sont acceptables et profitables pour lui. Il n'est pas dans une volonté de contrôle, là où le mental, lui, va chercher à garder le contrôle pour être rassuré. Il n'est même pas... je vais où en fait? Il n'est même pas dans une volonté d'être rassuré, on va par là? Ouais, Patch, il me dit par là. Il n'est même pas dans une volonté d'être rassuré, lui, il est en permanence comme si... C'est la partie de vous qui serait comme si vous étiez immortel, invulnérable, invincible et tout ça. Donc, avec cette partie-là de vous, eh bien, vous n'êtes pas forcément inquiet, vous n'êtes pas préoccupé. Quand vous êtes dans le mental, il y a toujours besoin d'être rassuré, de quantifier, de mettre un cadre qui soit respectable et suivable. Et puis donc... c'est assez repérable quand c'est le mental qui se met à fonctionner de cette manière-là. Donc ça, c'est souvent la question qu'on me pose, comment savoir si c'est mon mental ou pas mon mental? De toute façon, dans une séance, comme dans la vie, le mental, il est toujours un peu présent, à moins que vous soyez vraiment mort et que vous ayez quitté le corps, et encore même là, pendant un moment, il y a les corps mentaux qui sont accessibles. Mais si vous êtes... en train de... Ah, il y a plein de petits passages trop beaux comme ça. Si vous êtes en train de discuter avec votre esprit, il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une des questions qu'on m'amène souvent en séance. Une autre question qu'on m'amène souvent en séance. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit là déjà? Ça. D'autres questions qu'on m'amène souvent... c'est peut-on guérir telle maladie? Peut-on soigner telle problématique? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Où s'arrêtent les limites de vos séances? Salut mon gars. Où s'arrêtent les limites de vos séances d'hypnose? Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser? Alors là, je réponds, tout est possible. Alors, il y a des gens... qui vont peut-être être des détracteurs, qui vont dire oui, dit que tout est possible, qui peut soigner ci, qui peut soigner ça. Il y en aura toujours des gens qui vont réagir comme ça. C'est pas ce que je dis exactement. Je dis pas que je peux soigner ci, que je peux soigner ça, ou que je peux soigner tout ce qui est possible. Je dis simplement que guérir de quelque chose, quoi que ce soit, c'est possible à travers ces séances-là. Mais j'ai pas dit que c'était moi qui le faisais. Moi, je vous conduis à avoir votre propre capacité de recevoir votre soin, avoir votre propre capacité de libérer votre problématique qui est en lien avec votre objectif d'incarnation. Donc c'est à vous de voir si vous avez des croyances qui vont vous limiter à être obligé de subir une maladie ou une problématique.
Et c'est vous qui aurez aussi le même pouvoir grâce à vos croyances, à ce que vous pensez, à ce que vous êtes, de pouvoir repousser les limites du possible. J'ai eu dans mes séances des personnes qui avaient des cancers phase terminale et qui sont 2-3 ans après aujourd'hui toujours vivantes parce que avec leurs croyances, avec la séance et tout ce qu'elles ont mis en place dans leur vie comme hygiène à la suite de cette triste nouvelle, se sont retrouvées à faire un changement tellement radical d'existence, d'hygiène de vie, de réformer tout ce qu'elles faisaient, qu'elles se sont retrouvées vraiment à guérir. Et c'est des guérisons qui sont un peu miraculeuses, mais bon, il y en a qui sont allés à Lourdes et qui ont parlé avec personne et qui ont guéri miraculeusement. Alors pourquoi pas le faire en parlant avec quelqu'un au détour d'une séance, surtout quand ce quelqu'un c'est son moi supérieur. Moi finalement dans cette histoire, je ne suis que l'accompagnant, je ne suis que celui qui va vous accompagner, vous guider vers cette connexion et cette discussion avec vos parties supérieures. Auquel cas, là vous pourrez obtenir plus ou moins tout ce que vous voulez dans la mesure de vos propres limites et de vos propres croyances. Mais c'est vraiment un travail qui se fait au sein de vous, à l'intérieur même de votre être, et que moi je ne fais qu'accompagner et guider. Donc oui, pour moi tout est possible parce que j'en ai vu vraiment des choses partir au bout d'une séance. J'en ai vu qui sont partis et revenus. J'en ai vu qui ne sont pas partis. J'ai vu des choses extrêmement graves, comme des cancers, comme je vous disais, phase terminale, s'estomper, partir. Alors bien évidemment, accompagné de jeûne, accompagné d'une nourriture saine, sans sucre. Parce que le sucre est la première et seule nourriture du cancer. Donc quand on lui en donne plus, normalement, ça déjà, ça l'affaiblit pas mal. Et puis, bon, les choses se sont estompées. J'ai vu d'autres gens venir avec des fibromyalgies, des endométrioses, des spondylarthrite ankylosantes, des scléroses en plaques, qui ont totalement vu ça disparaître à la suite de la séance. J'en ai vu d'autres arriver avec les mêmes problématiques et c'est disparu pendant un temps. Et d'autres avec qui ça n'est pas du tout disparu. Donc le problème, ça n'est pas la maladie que vous emmenez, ça n'est pas la technique en tant que telle que je vous propose, c'est plutôt vos croyances, vos propres limites. Parce que il y a à la fois quelque chose qui se vit comme ça et qui est... c'est joli, hein. Je suis sûr que vous trouvez que c'est... Enfin, je pense que vous trouvez que c'est joli parce que c'est vraiment joli. Il y a à la fois quelque chose qui est... Il est là, Patch. Patch, yeah. Allez. Il y a à la fois quelque chose qui est... Il est content, lui dans la neige il est toujours content. Quelque chose qui est là, que vous vivez, qui est une expérience parfois douloureuse, parfois une expérience de maladie, qui est éprouvante et dont on pourrait s'imaginer être la victime parce que la vie nous aurait pas favorisé, parce qu'on n'est pas tombé dans un terrain assez riche pour recevoir la culture qui nous permettait de prendre soin de nous, parce que, ou peut-être même pas assez riche financièrement pour finalement avoir les éléments qui nous auraient maintenus en bonne santé physique, et puis auquel cas on aurait contracté par manque d'hygiène, par manque de nutrition qui apporte quelque chose de bon, eh bien on aurait contracté une maladie qui soit aujourd'hui en train de nous affaiblir et peut-être d'attenter à notre vie. Mais en même temps, c'est pas que ça. En même temps, c'est pas juste vous vivez ça, vous êtes victime. Alors il y a un objectif d'incarnation. Votre moi supérieur, il a choisi que vous seriez un homme ou une femme dans sur telle planète, dans telle région, à telle époque, tel paramètre, tel terreau familial, etc. Pour que vous puissiez, c'est vous qui avez choisi, pour que vous puissiez, eh bien, avec tous ces paramètres et avec les différentes conditions que vous avez prévues, eh bien, devenir quelque chose, expérimenter et devenir quelque chose. Peut-être devenir capable de pardonner, peut-être devenir capable d'affronter, peut-être devenir capable de résister à l'impuissance d'une action, peu importe. Il y a plein d'objectifs d'incarnation, Il y a plein d'objectifs d'incarnation qu'on peut avoir qui nous permettent d'expérimenter énormément de choses qui sont des choses pleines de valeur. Alors on peut expérimenter le pardon,
l'amour, l'union, le désunion, l'injustice. Vous savez, il y a 5 blessures principales dont on parle beaucoup quand on parle de thérapie, de développement personnel, de bien-être. C'est les 5 blessures de l'âme, on appelle ça. Et c'est donc l'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Et ça, vous pouvez être quasiment sûr que dans toutes les personnes qui vont consulter et essayer d'œuvrer pour avancer vers leur bien-être, eh bien, il y aura ces blessures-là qui vont se présenter. Pour ceux qui sont dans l'éveil, vraiment dans ce processus d'éveil, il y en a une qui vient assez souvent, c'est l'injustice. Parce que lorsque l'on s'éveille, eh bien, on prend conscience de beaucoup de choses. Et puis, quand on en prend conscience, on se dit, mais attends, tout le monde devrait voir ça. Ça paraît évident, ça paraît gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, il y a une mauvaise volonté de la part de l'humanité d'avancer. Parce que là, franchement, ça en devient idiot ce que l'on fait. Et donc, ça paraît tellement évident pour nous qui en avons pris conscience, que le fait que tout le monde ne le sache pas ou tout le monde ne souhaite pas le savoir, eh bien ça nous paraît faux, ça nous paraît injuste, ça nous paraît de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi de la part des autres. Et donc là on vit le syndrome d'injustice de différentes façons, mais c'est souvent un peu comme ça. Le rejet, l'abandon, il peut aussi survenir dans vos existences parce que... Voilà. Il peut aussi survenir dans vos existences parce que vous avez peut-être mal géré votre authenticité, votre franchise et ceci et cela. Et puis vous vous retrouvez distancé de certaines choses. Et en fait, des fois, c'est même quelque chose qui est une bonne chose pour vous. C'est un tri qui va vous permettre de pouvoir devenir plus facilement qui vous êtes et finalement laisser des places libres pour aller vous diriger vers une existence où les gens qui viendront dans votre vie seront plus adéquats à vous, plus favorables à votre développement, plus correspondants à l'être que vous êtes en train de devenir. Et ça peut des fois ressembler à du rejet et à de l'abandon. Donc on va vivre cette blessure-là. L'humiliation, la trahison, elle est connue. En plus que dans cette société dans laquelle on vit, on est un petit peu entraîné à être dans un tel rapport de compétition que trahir et humilier, même quand on est le grand victorieux d'une compétition qui a tourné en notre faveur, c'est quelque chose qui est souvent éprouvé, souvent vécu. Tu vas aller là, toi? Ok. Et donc, voilà, vous aurez cette trahison, cette humiliation qui est relativement présente parce que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des différences importantes de vie, de salaire, de présentation et on va chercher toujours à humilier son voisin. C'est pas forcément parce qu'on aime humilier les gens. Je crois que c'est simplement qu'il y a des égos démesurés qui aiment bien se donner une position haute et comme ils sont pas tellement capables d'apprécier ce qu'ils sont vraiment et pleinement, au détour d'une insulte ou d'une humiliation vers quelqu'un d'autre, tout d'un coup, c'est des petits instants jouissifs pour eux où ils sont capables, à ce moment-là, d'avoir une impression de reconnaître, de ressentir, de vivre, de voir pleinement cette différence à leur avantage selon eux, qui les emmène à être au-dessus de la personne qu'ils insultent ou qu'ils humilient. Donc, ça c'est un petit peu des conflits de l'ego. C'est, vous le voyez pas vous sur la caméra, mais ça monte où je suis en train de monter en haut de la montagne. Si je tourne en bas et que je reste tout droit, ça descend beaucoup. Enfin, ça monte pour moi, c'est pour ça que je suis essoufflé. Donc vous avez ces 5 blessures de l'âme qui arrivent souvent et donc de toutes les façons on les retrouve assez facilement en séance et c'est activé par des choses que vous avez vécues dans cette vie. C'est également des fois simplement des choses que vous pensez avoir vécues dans cette vie mais qui sont que des réactivations de mémoires plus anciennes qui n'étaient pas finalement finies d'expérimenter et qui pour pouvoir finir d'être expérimentées
sont réactivées. Une blessure que vous auriez vécue ou reçue au travers une vie antérieure, par exemple. On pourrait aller là aussi. Patchy. Oh, tu me rattraperas. Dans une vie antérieure. Et puis finalement, ça n'a pas été réglé comme il faut. Ce qui fait que dans cette vie-là, tout d'un coup, vous vivez un truc. Et ce truc-là, qui est déjà peut-être un petit choc en soi, un genre de petit trauma, eh bien, il réactive la mémoire de la vie antérieure, qui est vraiment le trauma originel de base. Et puis en fait, ce que vous devez régler, c'est pas forcément la réactivation, mais la blessure originelle qui a été réactivée. Voilà, il me semble que je m'évade des questions principales. Donc, voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui vient souvent dans les séances ? Eh bien, la confiance en soi, la légitimité. L'être humain a été, depuis des milliers d'années, contraint moralement, physiquement presque, mais surtout moralement, conditionné et formaté à se croire une petite merde en fait. On a tout fait à travers les doctrines religieuses, politiques, et l'organisation sociétale de quasiment toutes les sociétés, peu importe leur langue et leur provenance, pour que l'être humain perde de vue qu'il est un être divin créateur. Tout ce que vous vivez dans votre existence, eh bien, c'est la somme de vos créations et co-créations avec votre environnement. Tout ça régi par votre système de croyance. Quoi que vous viviez, que ce soit pour vous ce qu'on appelle positif ou que ce soit négatif, ça vient du fait que vous l'avez laissé rentrer dans votre champ d'expérience et que vous avez décidé de l'expérimenter. Peut-être pas à un niveau conscient, que votre mental saurait décrire, mais à un niveau plus inconscient, que votre âme, votre esprit, votre conscience elle-même serait capable de vous expliquer ou de vous traduire. Et ces expériences-là, eh bien, c'est des expériences qui vont vous permettre bien de faire la part des choses de plus en plus, mais aussi d'une certaine manière de pouvoir coup après coup comprendre votre responsabilité, ce qui fait que vous êtes à l'initiative de ces choix et reprendre le pouvoir sur ce que vous pensez subir, pour comprendre qu'en fait vous ne subissez rien, vous vivez des expériences qui ne sont jamais connotées ou positives ou négatives. Ce sont des expériences, et ces expériences, en fait, quelles qu'elles soient, que ce soit une naissance, un décès, un sauvetage ou un meurtre, ou autre, eh bien ce sont des expériences, et elles deviennent connotées positives ou négatives du moment que vous allez transformer ces expériences en expériences positives ou négatives. On parlait l'autre jour dans une séance avec une personne d'un traumatisme. On essayait de voir un petit peu les mécanismes du développement des traumatismes. Un traumatisme, c'est quelque chose qui est un choc initialement, et puis ce choc, il peut être transformé en traumatisme, suivant ce que vous en faites. Donc au départ, vous avez un choc, une situation choquante, un accident ou quelque chose, et suivant ce que vous en faites, ça peut devenir juste un petit choc souvenir comme ça, une expérience productive en termes de capacité de prévenance, ou ça peut devenir un traumatisme. La différence, c'est que le traumatisme, lui, eh bien, il est tout le temps là, comme une grosse cicatrice, un gros handicap qui vous empêchera dans le futur, dans votre avenir, de pouvoir faire des choses parce que vous avez rangé ça comme une espèce d'épine dans le pied qui est un traumatisme. Comment ça fonctionne ? Je vais vous donner un exemple pour vous le montrer. Vous l'avez sûrement plus ou moins tous vu ou tous plus ou moins expérimenté peut-être même. On le voit souvent avec les petits-enfants. Imaginons que vous êtes avec un petit ou une petite qui a, je sais pas, disons 1 année et demie, 18 mois, quelque chose comme ça, et qui sait déjà à peine marcher, ça va tout doucement, qui sait dire areux, ça papote un petit peu,
et puis qui ne soit pas spécialement traumatisé en quoi que ce soit. Si on met de côté bien sûr les éventuelles mémoires antérieures qui normalement avant 6 ans ou 8 ans ne se définissent jamais comme faisant partie de la vie de l'enfant. L'enfant jusqu'à 6-8 ans il a une vie qui est totalement pure, déconditionnée, et donc comme elle est déconditionnée, qu'il n'y a pas de formatage, qu'il n'y a pas de rien, il n'y a pas de possibilité de réactivation d'anciens traumas à part cas exceptionnels. Mais pour reprendre l'exemple que je vous donnais, vous avez un enfant qui a 18-20 mois et qui est là, et tout d'un coup il est, je sais pas moi, au salon avec vous, la famille, et il y a un chien qui est là. Le chien de la famille, je sais pas, votre chien, le chien de votre tante, peu importe. Chien gentil, mais un petit peu brut, comme le sont souvent les chiens. Et ce chien, il arrive vers cet enfant, et sans vouloir lui faire de mal, ou sans quoi que ce soit. T'as décidé comment la battre? Ok. Donc sans vouloir nuire d'aucune façon, ni même être méchant, ou enfin vraiment sans aucun geste malveillant, ce chien-là, en jouant, pince, mord pas, mais pince ou fait tomber, ou je ne sais pas quoi, l'enfant en question. Tout de suite autour, vous les gens qui êtes là et qui gardez un œil sur l'enfant, vous allez accourir vers cet enfant, soit pour le relever, soit pour le rassurer. Et là, on le voit souvent dans les parents, par exemple, qui réagissent à ça. Il peut y avoir plein de types de réactions. Soit des réactions « Oh là là, comment ça va? T'as pas mal, machin, truc et tout », avec une tête un peu désemparée, et puis un air grave. Et là, vous allez voir que tout de suite, en général, l'enfant, il est surpris, non pas par ce qui vient de se passer spécifiquement, mais il est surpris parce qu'en fait lui il est en train d'apprendre à être, et cet apprentissage d'un enfant, comme de tous les êtres quasiment, c'est un apprentissage par mimétisme, et donc il va tout de suite observer les traits de votre visage, votre air, si c'est un air grave ou souriant, et vu que c'est un air grave qui s'inquiète et qui a l'air de se préoccuper de comment ça va, il va tout de suite imaginer qu'il y a une gravité, vous imiter, et peut-être se mettre à pleurer, comme si cet événement en tant que tel lui avait fait mal, l'avait choqué, ou avait été perturbant ou déstabilisant. Vous pouvez aussi avoir l'autre réaction totalement inverse, où les parents en question qui sont là, plutôt que de dire « Oh, comment ça va ?» et tout, dire « Oh, bah alors, il teste quoi le toutou ?» machin, ou un truc rigolo, mais ça va bien, il est gentil le toutou. Et du coup, cet enfant qui sur le coup est un peu choqué, quand il regarde votre réaction à vous, réaction qui lui permet d'apprendre et qui va être une base d'imitation pour lui, il va voir que votre réaction est une réaction qui est joyeuse, qui est positive, qui n'est pas du tout traumatisée, et donc il va sourire et peut-être même pas faire attention que le chien vient de le pincer ou de le faire tomber. Parce que vous-même, vous n'avez pas réagi avec gravité. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, c'est comme ça qu'apprend l'être humain. Et donc, ça fait d'une même action, à savoir un chien qui vous pince ou qui vous fait tomber, ça fait d'une même action une action avec traumatisme, et un souvenir avec traumatisme, traumatisant, ou ça en fait un souvenir qui ne l'est pas, qui n'est pas traumatisant. On va où, Patch? Patchy? T'as choisi une odeur par là? On va où? T'as une idée? Tu veux aller là? Allez. Donc, au cas où je me perds, j'ai mon Patchy. Donc, le traumatisme en tant que tel, il n'existe pas autrement que si vous le composez, que si vous le créez. Et vous ne le créez pas si vous n'avez pas appris à le créer. Il y a des endroits où il y a des peuples à travers le temps, à travers les régions, qui ont été plus ou moins guerriers, plus ou moins courageux, qui ont affronté des animaux puissants, des ours polaires, des ours bruns, des tigres à dents de sabre ou je ne sais quoi, et qui jamais vous exprimeront ces rencontres-là comme des traumatismes. C'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, de leur culture, et donc c'est ancré en eux comme une rencontre potentielle, dangereuse, mais ils vont pas pour autant rester tout le temps cachés dans leur hutte, sans aller dans la nature par peur de rencontrer justement ces animaux-là. Et puis vous avez d'autres nations
d'autres cultures, qui sont pas du tout habitués à ça, et qui vont peut-être une fois dans leur vie rencontrer un ours, qui va leur foutre la chiasse de leur vie, comme ça serait sûrement le cas pour moi d'ailleurs, et qui vont être traumatisés, qui vont jamais plus sortir tranquilles, parce qu'en fait ils ont une telle peur de l'ours, et une telle croyance par rapport à lui, qu'il est puissant, qu'il est gros, qu'il fait ci, qu'il fait ça, alors que finalement, indépendamment de toutes les vidéos bizarres qu'on peut regarder sur internet qui démontrent plein de comportements animaux, un ours, en vérité, il est assez craintif, hein. S'il voit que vous vous approchez de lui et que c'est pas une maman avec ses enfants, en général il va partir, il va s'enfuir. C'est pas forcément un animal prédateur qui à tout va, tout vient, demande à manger de l'être humain, hein. Et c'est souvent le cas pour d'autres animaux qui sont assez puissants, comme je sais pas moi, des félins ou des choses comme ça. Mais c'est clair que si on n'en a pas l'habitude et que on s'en remet à ce qu'on a vu à travers les émissions de télé, à travers les expériences qui sont transmises par des reportages, à travers les croyances qui sont les croyances les plus répandues. Nous, comme on est des êtres qui imitons les réactions des autres pour se construire, pour s'identifier, pour se rapprocher à quelque chose qui nous ressemble, ça nous permet notre identification finalement. Eh bien, on va imiter un peu ça et on va en faire une croyance. C'est pour ça que quand vous avez une masse de gens qui pensent faux, ils ont de plus en plus de gens qui s'associent à eux, parce que finalement, l'être humain, il a cette tendance à penser faux, et puis s'associer avec ceux qui pensent faux, juste pour être dans un groupe, pour être reconnu et identifié. Il va plus difficilement aller vers quelqu'un qui s'est extrait du groupe et qui pense juste, en l'occurrence, sur la situation, parce que comme cette personne sera moins suivie, il y aura moins de garanties, il y aura moins de choses, ça va être pour elle plus inquiétant. Encore une fois, on est sur l'ego, la survie, c'est toujours les mêmes principes de toute façon, hein. Donc voilà, l'être humain fonctionne un peu comme ça. Donc ça, c'est des questions qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous en fais une dernière, puis après, je vais vous laisser tranquille. Allez, celle-là, parce que celle-ci, elle est vraiment très répandue chez les jeunes éveillés. Ça revient d'ailleurs avec ce que je disais tout à l'heure, l'injustice et tout ça. Comment faire? Comment puis-je faire? C'est une question qui arrive souvent. Comment puis-je faire pour être sur la bonne voie, pour aider au maximum l'humanité, pour aider Gaïa ou pour aider quelque chose comme ça? Et on a souvent cette sensation, cette notion en tant que personne que quand on s'éveille, on a un rôle à jouer. Un rôle qui soit un rôle impactant sur notre population et notre environnement pour pouvoir changer les choses. Parce que ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe entre les gens, clairement c'est pas beau à voir, pas partout, pas tout le temps, d'une manière générale. C'est la catastrophe, on se dirige quand même un peu contre le mur. Et puis les plus sensibles n'ont pas envie que ça perdure, que ça continue et qu'on continue à détruire plus de choses encore, plus d'espèces animales, plus de parcelles et de portions de forêts. Beaucoup ont envie qu'on revienne vers le bon sens et voudraient concourir à pouvoir améliorer ça, accélérer ça, pour pouvoir amener des changements qui soient visibles de leur vivant et puis qui soient impactants sur beaucoup. En gros, comment faire pour aider mon environnement, pour être dans ma mission de vie, pour aider Gaïa, pour ceci, pour cela. Et j'ai perdu Pachi. Et non, il y a. Et pour pouvoir aller vers quelque chose qu'ils estiment être juste, être sain et être juste. Alors là, c'est souvent des questions qui vous font penser, peut-être quelque part, que ici, ce serait une planète où l'on vient vivre, faire une expérience, vivre, trouver le bonheur, la béatitude, la complétude, etc. Et que ça, c'est la chose juste, c'est quand les choses se passent bien. Mais en fait, cette planète, c'est une planète école.
C'est pas une planète pour emménager, poser le canapé, la télé, le lit, et puis vivre bien confortablement. C'est une planète école qui peut se transformer en différentes salles, suivant ce qu'on a besoin, salle de techno, salle de mathématiques, salle de sciences, salle de gym, peu importe. Mais c'est pas une maison où on met le salon, la télé, on s'installe durablement et on fait une expérience de joie ultime sans rien d'autre. Non, la joie est une expérience, la trahison est une expérience, et tout un tas de choses sont des expériences qu'on peut vivre sur cette planète, mais qui est une planète école. On n'a pas du tout avantage ni intérêt à la ranger, à l'optimiser pour qu'il n'y ait plus qu'un seul genre d'expérience qui se fasse, ce soit les expériences de complétude et de bonheur, parce qu'à ce moment-là, tout le reste des expériences qu'on pouvait faire ici jusqu'alors, eh ben, seraient des expériences qui ne seraient plus accessibles, auquel cas finalement ça deviendrait une école de piètre qualité. C'est comme si finalement vous alliez dans une école et que sous prétexte que vous pensez que la marche à suivre, la bonne marche à suivre qui peut emmener vers vraiment des résultats positifs dans l'existence, c'est le français par exemple, le français et puis le fait de parler. Et que vous dites, voilà, les êtres humains, s'ils parlent entre eux et qu'ils se comprennent, c'est suffisant. Tout le reste, ça est sujet à bagarre, ça sert à rien. On n'a plus besoin de techno, on n'a plus besoin de science, on n'a plus besoin de mathématiques, on n'a plus besoin de gym, on n'a plus besoin de rien. Tout le reste, c'est des expériences qui ne sont pas productives. Bon, bah, ça deviendra une école avec un seul type de prof, les profs de français, avec un seul type d'enseignement, l'enseignement du français, écrit, parlé, et puis ça deviendra une école très très pauvre, qui ne sera pas capable de faire sortir des gens de cet établissement avec des compétences diverses et variées. Et bien pour ça, il faut qu'il y ait d'autres ateliers, les ateliers justement que je vous décrivais avant, les diverses branches qu'on puisse étudier dans une école qui est une école, quoi. Donc, pour que cela puisse bien fonctionner, il faut que toutes les classes soient ouvertes, que tout soit possible à apprendre et puis que les élèves puissent venir profiter de ces cours. Bah, sur Terre, c'est pareil. Il y a un spectre d'expérience incroyable à vivre. Ce spectre d'expérience incroyable à vivre, il est riche de par sa diversité. Et cette diversité, elle est baignée d'un tas de choses qui sont parfois, suivant votre regard, positives ou négatives. Et entre deux, il n'y a pas que des extrêmes non plus. Eh bien, vous n'avez pas de rôle à jouer là au milieu, pas de rôle collectif. Vous avez un rôle individuel qui n'est pas de faire en sorte que les choses aillent bien ou que les choses s'améliorent. Vous avez un rôle individuel qui est de faire en sorte que vous soyez capable de faire de votre expérience et votre passage sur Terre, eh bien, ce qui paraît pour vous être le mieux. Vous savez, des personnes ont été, comme Gandhi qui a été en cellule enfermé, ont été capables de se sentir les plus libres du monde dans des pièces de 3 mètres par 3 mètres, ou de 4 mètres par 4 mètres, alors que certains ont peut-être le monde devant eux, la liberté, et ne se sentent pas du tout ni libres ni heureux. Et d'autres, comme justement Gandhi, étaient enfermés dans une cellule et arrivaient à trouver la béatitude, la complétude, le bonheur et la liberté, alors qu'ils étaient eux-mêmes prisonniers. En fait, c'est pas les conditions, c'est pas le contexte qui définit l'expérience que vous faites, si elle est juste, si elle est fausse, si elle est positive, si elle est négative, c'est le choix. C'est votre choix, le choix que vous décidez de faire de votre expérience. On peut décider de faire un choix où on est victime d'une société qui va mal et que notre inconfort et notre mal-être soient dus à ce méchant voisin d'à côté qui ne fait pas les choses justes, qui est chasseur et qui a tué une biche, ou qui est ceci ou qui est cela. Ou on peut décider de faire une expérience totalement positive, même avec ce même voisin, même avec ce même contexte et cette même planète qui a ses endroits joyeux et ses endroits malheureux. On peut le faire, mais ça c'est un choix qui vient de nous. Tant que l'on ne se responsabilise pas, tant que l'on veut toujours mettre la responsabilité de notre bonheur ou de notre malheur dans les mains d'une population voisine, ou dans les mains d'une famille, ou dans les mains d'un amour, ou dans les mains d'un contexte sociétal, familial ou géographique, eh bien on se rend dépendant de ce contexte-là. Et inévitablement, on va la plupart du temps être déçu et un peu choqué de ce qui se passe, parce que, je veux dire, on ne prend pas en charge son propre bonheur et son propre bien-être. On n'est pas vraiment foutu d'avoir confiance en soi, de s'aimer, de se sentir légitime
et on demanderait que l'extérieur, qui sont comme nous, qui n'y arrivent pas eux-mêmes forcément, le fasse pour nous. Et ben non, ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on comprenne qu'ici, il n'y a rien à changer, qu'il n'y a pas à juger non plus. C'est pas parce qu'on est sur une planète polarisée, dualité, et qu'il y a du bien et qu'il y a du mal, qu'on est obligé à tout va, tout vient, de dire ah ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, tout n'est qu'expérience. C'est une expérience. Évidemment qu'on va prendre parti si on voit quelqu'un de violent venir peut-être menacer quelqu'un qu'on aime ou notre enfant avec une arme ou machin. On va peut-être s'interposer pour sauver, mais on n'est pas obligé pour autant de juger que cette personne était méchante ou ci ou ça. Elle était elle-même dans une expérience qui est une expérience apparemment de violence, mais qui est très souvent en lien, de mon expérience, qui est très souvent en lien avec la volonté de la personne qui, pour le coup, aurait été la victime, d'expérimenter le rôle de victime. Donc ici, on n'a que ça, des jeux de rôle, des jeux d'expérimentation. De toute façon, je vais vous dire, que vous fassiez tout juste selon vous, ou que vous fassiez tout faux selon vous, l'issue d'une vie sur Terre, c'est toujours le décès. Le décès, je ne vais pas dire la mort, parce que la mort, ça n'existe pas, selon moi. Et on fait que des transitions d'état. Mais le décès d'un corps physique, ça c'est toujours l'issue d'une vie sur Terre. Donc à l'issue de cette vie, ça finit toujours pareil. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal dans cette histoire-là. C'est un passage, c'est une période donnée sur la Terre que l'on passe. Et cette période, elle est pour nous enrichir d'expériences. Et on peut les subir, ces expériences, comme on peut les vivre et puis en faire une expérience qui soit joyeuse et constructive. Voilà, je vous ai emmené souvent un petit peu les préoccupations. Je vais vous reprendre 2 secondes. Un peu les préoccupations principales que je rencontre souvent dans les séances et que les gens emmènent comme question parce qu'ils veulent faire bouger les choses pour eux, ils veulent faire bouger les choses pour leur vie. Ils font des fois des amalgames de leur vie et puis de eux, dans le sens... ils pensent que les gens ont un pouvoir sur eux, un pouvoir de malheur ou de bonheur, comme je viens de vous expliquer. Et puis, finalement, c'est un peu plus simple que ça. Alors là, je vous ai donné du général, et puisque moi, je vais vous remettre le paysage, parce qu'en fait, on a le... Je vous ai donné du général, et puisque moi, je découvre avec eux souvent dans leurs séances, bien sûr, là, on peut se rendre compte que je fais que monter et descendre, vous voyez, je suis un peu en haut de la forêt, enfin presque en haut, là ça monte un peu encore, mais je viens de descendre de là-haut, je suis monté tout là-haut. Là on peut se rendre compte un petit peu généralement de ce qu'on voit, de ce qu'on peut observer et recevoir et vivre dans ces séances. Et puis après il y a des tas d'autres questions qui se posent, qui se présentent bien sûr, mais ça c'est un peu les principales, celles qui reviennent souvent. Et puis c'est vrai qu'on trouve des réponses à ça qui sont... alors moi je vous ai donné un petit peu une approche basique sans aller plus loin dans les détails, mais des fois on a des explications qui sont merveilleuses, qui valent vraiment la peine d'être entendues. C'est toujours adapté à la personne qui les dit, parce que chacun a sa propre position d'observation, ses propres croyances. Et que ce soit donc une problématique morale, psychologique, émotionnelle, ou une problématique de santé, plus ou moins grave selon ce que vous appelez grave, eh bien on obtient des réponses qui sont favorables ou défavorables, et ça n'est jamais l'univers qui décide pour vous si c'est positif ou négatif ce qu'il va vous dire, s'il accède à votre requête ou s'il la refuse. C'est toujours en permanence vous qui êtes la propre limite de ce que vous allez faire évoluer dans votre existence, que ce soit une guérison ou autre chose. Je sais pas après quoi il court. Mais c'est toujours vous qui êtes le maître, le chef d'orchestre, et qui allez vous autoriser à accéder à un soin ou pas. J'ai eu, pour finir, après je clôture, j'ai eu une dame il y a à peu près 1 mois, quelque chose comme ça, qui est venue faire une séance avec moi et qui avait Parkinson. Maladie que la science n'arrive absolument pas à traiter aujourd'hui, et pour laquelle il y a zéro résultat. Je vous parle en essayant de ne pas me casser la gueule parce que je suis dans un endroit dangereux. Et puis j'ai fait la séance avec elle, on a bossé là-dessus, et puis hop là. Et puis, il se trouve qu'en cours de séance, j'ai cherché à faire cesser les tremblements. Cette dame tremblait vraiment fort. Mains, bras, jambes. Et
Ça faisait 5 ou 6 ans qu'elle n'avait pas vécu une seconde sans tremblement. Je ne sais pas si vous vous représentez à quel point ça doit être vraiment éprouvant. Bref, on travaille sur ces tremblements. J'y suis revenu à plusieurs fois parce que il partait quelques secondes où il s'affaiblissait puis il revenait. J'y suis revenu pendant au moins, je pense, 30 ou 35 minutes. Jusqu'à ce que, dans la séance, il n'y ait plus un seul tremblement. La séance s'est terminée et cette cliente ne tremblait plus. Elle était normale. Elle en était elle-même affolée de constater ça. Moi, j'étais comme un gaga parce que j'avais jamais eu avant de Parkinson qui était venu me voir. Et donc, j'étais vraiment tellement content pour elle. Et puis content aussi pour l'avancée que c'est, parce que si ça peut bouger avec une séance comme ça, le Parkinson, c'est juste une ouverture phénoménale sur l'existence. Donc moi j'étais comme un gaga, elle était sidérée parce qu'elle n'en revenait pas. Et puis pour être vraiment sûr que c'était installé et que c'était bon, quoi, que c'était réglé, je suis resté encore un moment avec elle en séance, en l'observant vraiment au millimètre. Et puis, après la séance, quand je l'ai sorti de la séance, on a discuté pendant 15-20 minutes. Et vraiment, je voyais que ça tremblait plus. Donc on a passé, en tout cas, une bonne demi-heure, un peu plus, ensemble encore, où il n'y avait pas un seul tremblement. Et ça, c'était déjà un miracle. Et j'ai dit à cette dame, écoutez, s'il vous plaît, redonnez-moi des nouvelles dans un mois et demi, parce que si c'est terminé une bonne fois pour toutes, c'est génial, quoi. Je pourrais l'annoncer que voilà, ça aussi c'est pas quelque chose qui est irrémédiable, qu'effectivement on peut avoir un pouvoir là-dessus, comme on peut avoir un pouvoir sur toute chose. Et bien elle va me recontacter il y a, je crois, 3-4 jours, en me disant que pendant 2 jours, à la suite de la séance, elle n'a pas eu un seul tremblement, et que les mains et les jambes se sont remis à trembler, et que maintenant elle tremble à nouveau. Et elle veut refaire une séance pour essayer d'aller plus loin, parce que c'était une première séance pour elle, donc quand c'est une découverte et tout, on a un peu le mental et tout, donc c'est pas évident de se lâcher, mais là qu'elle a vu ce que ça donnait, elle veut se lâcher totalement. Et donc 2 jours sans trembler. Alors ça peut paraître décevant, parce que mais que 2 jours c'est quand même dommage et tout, mais déjà il y a une chose qui a changé, c'est que dans sa tête elle ne se sent plus malade. Elle me dit alors je retremble, mais par contre je me sens totalement guéri, et franchement je me sens bien dans ma tête, comme si j'avais rien. En fait je suis persuadé que c'est en cours de guérison, c'est ça. Donc bon, ça déjà c'est un changement total, c'est un demi-tour total sur sa perception de situation. Et ça reste, même si les tremblements ont repris, l'état d'esprit et le bien-être mental, lui il est resté. Alors on va refaire une séance pour essayer d'aller plus loin. Mais pour vous dire que quand on arrive à faire bouger ça pendant 48 heures, même 5 minutes, j'ai envie de vous dire, mais 48 heures, que ce soit 48 heures ou 15 jours ou 1 mois ou 6 mois, ça veut dire que ce qu'on vous annonce, la société vous annonce comme maladie incontrôlable, ingérable, avec aucun espoir de soins possible, quel qu'il soit, c'est déjà un mensonge en soi. Parce que on est arrivé à la faire taire pendant 48 heures, pendant 2 jours, cette maladie, qui normalement ne peut pas se taire, même pas 5 minutes, avec aucun médicament, avec quoi que ce soit d'ailleurs. Donc si on arrive à arrêter un truc 2 jours, on pourrait très bien l'arrêter 3 jours, pourquoi pas 4 jours, pourquoi pas 1 mois, pourquoi pas 10 ans, pourquoi pas pour toujours. Simplement, il y a des paramètres qui sont autres que juste la séance, qui sont les paramètres d'hygiène de vie de la personne. C'est-à-dire que pendant la séance, on fait quelque chose, elle est là autour de moi, je sais qu'est-ce qui peut survenir, je sais qu'est-ce qu'elle pourrait manger, je sais ce qu'elle pourrait respirer, je sais les énergies qu'il y a autour d'elle. Après, moi, une fois que je laisse les personnes partir, je suis pas du tout au courant de qu'est-ce qui se passe dans leur contexte de vie. Est-ce qu'ils ont un environnement toxique, que ce soit physique ou sociétal ou amical ou amoureux? Est-ce qu'ils ont une hygiène de vie alimentaire qui est juste catastrophique? Est-ce que si, est-ce que ça? Il y a trop de paramètres. Mais tout ça pour vous dire que on fait bouger un truc comme ça d'une telle puissance et si insoignable selon la science pendant 48 heures. Pendant 48 heures, tout le corps est
calme, il n'y a plus un tremblement alors qu'on a un Parkinson. C'est déjà en soi un miracle. Donc ça vaut la peine de continuer, de travailler, d'essayer et d'apprendre encore et sans cesse, sans relâche aux gens qu'en fait ils ont un pouvoir divin créateur. Parce que tant qu'ils n'en prendront pas conscience, tant qu'ils n'expérimentent pas ces petits miracles ou plus grands miracles, ou peu importe quelle est la taille du miracle et la longueur de sa durée, tant qu'ils ne se mettent pas à expérimenter par eux-mêmes et à reprendre ce pouvoir sur ce qu'ils sont, et qu'ils restent dans ce conditionnement, dans ce formatage énorme que la société... C'est tellement beau, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, c'est beau, hein. J'ai l'impression que je suis au Canada, mais je suis en Suisse. Tant qu'ils restent dans ce conditionnement-là, dans ce formatage, avec leurs croyances limitantes, eh bien les résultats, les soins, les possibilités d'aller vers un mieux, ben, il est limité. Il est limité par ce programme interne, cette engrammation, on appelle ça, interne, qui est vraiment comme une interdiction de dépasser telle ou telle limite, tel ou tel résultat, telle ou telle aptitude. Et ça, c'est un conditionnement qui est en lien depuis quasiment que l'humanité et humanité. Donc c'est des milliers d'années, des milliers de générations, des centaines de générations qui sont en jeu et qui sont impactées et influencées par ces programmations-là, par ces formatages et ces conditionnements. Vous imaginez bien que c'est pas parce qu'il y a un éveil de conscience maintenant et qu'il y a 2-3 oiseaux comme moi qui inventent des méthodes, des machins, des trucs, qu'en une prise de conscience, on peut tout de suite inverser la vapeur et faire des êtres qui sont capables de lévitation au bout de 2 discussions, quoi. Non. Forcément que c'est pareil, on va sûrement avoir besoin de quelques générations de redécouverte de qui on est vraiment, de prise de conscience, de capacité de désapprendre tout ce qu'on a appris pour réapprendre ce que l'on est. Et moi je me sens comme un des premiers, pas parce que je suis le premier, mais un des premiers dans le sens dans les 2-3 premières générations qui œuvrent dans ce sens-là et qui ont trouvé des outils qui sont pertinents et qui permettent à chaque être humain de pouvoir expérimenter un miracle ou un petit miracle ou quelque chose comme ça. Je continue d'œuvrer, je continue d'apprendre, je continue de dépasser les limites, je continue d'agir sur des maladies de plus en plus avec les gens. Et c'est un réel bonheur pour moi. J'espère que cette aventure elle continuera encore un bon moment. J'enseigne cette méthode-là parce que je trouve que ça devrait vraiment être répandu. C'est quelque chose qui peut changer une vie, suivant comment la personne est conditionnée et la force qu'elle donne aux soins elle-même, suivant l'intention. C'est pour ça que j'ai appelé mon site l'intention base du changement. Parce que l'intention, c'est vraiment le moteur principal qui va permettre à tout un chacun de pouvoir dépasser et déplacer des montagnes en fait. Donc si vous avez une intention qui est grande, qui est puissante, et une foi non seulement en l'univers, mais en vous, en le fait que finalement l'existence ne vous vaut que du bien, elle ne veut que votre évolution, et que vous sortez un peu du principe de dualité, de bourreau-victime, et que vous commencez à comprendre que tout le monde n'est que collaborateur sur cette terre, la victime et le bourreau en sont deux, et bien tout d'un coup vous allez pouvoir passer à des choses qui vont vous permettre d'avancer, de guérir, de déposer ce que vous pensiez être une problématique incontournable, etc. Bon voilà, je vous ai parlé un petit peu des préoccupations qui emmenaient les gens à mes séances. Voilà, et donc c'est effectivement des sujets qu'on voit beaucoup, qu'on développe beaucoup dans les séances, on en entend beaucoup parler. C'est toujours enrichissant, c'est toujours intéressant. Et puis je vous ai pas parlé de tous les trucs, les entités, les parasites, les implants, toutes les autres choses qu'on voit, bien évidemment, et des nombreux discours fous qu'on peut avoir avec différentes consciences qu'on rencontre à travers ces séances-là, qui sont des consciences galactiques ou universelles, qui ne sont pas du tout terrestres, qui sont riches en informations. Ça va de l'archange à l'extraterrestre, même des fois à la source, où voilà, vraiment il y a une richesse, une diversité de capacités et de possibilités d'interagir et d'échanger qui est incroyable.
Voilà les amis, je sais plus, je sais même pas comment s'appellera cette vidéo. Voilà, c'était ma petite promenade en forêt avec l'envie de vous parler comme ça. Je vais peut-être faire un format de vidéo un peu comme ça, je sais pas, j'en sais rien. J'avais oublié mon support aujourd'hui de caméra, donc je pouvais pas la poser. J'ai dit faut que je la tienne, alors je suis en balade. Et puis finalement, ça me permet de marcher un peu plus que d'habitude. Parce que en parlant là, en 1 heure, j'ai fait quand même quelques kilomètres. Je vous remontre encore un petit peu ça, et puis parce que c'est trop beau. C'est ma petite chute. C'est ma petite chute. Je suis red dingue amoureux de cet endroit. Hein. Toutes les fois où je peux avoir 2 minutes pour m'y promener, j'y suis. C'est chouette. Mon chien adore. L'endroit, il est juste magique. Je vais vous montrer de plus près cette micro chute d'eau, qui est belle comme tout. Voilà, avec ce beau soleil aujourd'hui. Et puis bah les amis, je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Mes prochaines tournées, alors je vous communique juste ça avant de finir. Mes prochaines tournées, là on est quoi, janvier, je pars demain, je pars tout près de Valence pour faire des formations module 1 d'hypnose, de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, des séances pendant toute la semaine individuelles avec les gens qui veulent venir me rencontrer, et puis le module 2 sur le week-end prochain. Ensuite le mois de février, je vais partir tout près de Bordeaux, je sais encore pas où, mais dans un périmètre très proche de Bordeaux, je dirais une demi-heure, 40 minutes maximum, où je vais faire pareil, formation module 1, séance individuelle et formation module 2. Donc les formations, c'est sur 2 jours à chaque fois, chaque module. Les séances, c'est des séances qui durent maximum 3 heures, 3 heures et demie. Ça peut aller plus vite, mais ça c'est un maximum. Et puis au mois de mars, j'irai tout près de Lorient, en Bretagne, faire aussi là-bas formation, séance. Donc vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus. Le reste apparaîtra sur un petit programme, un petit calendrier que je vais vous faire de tous les déplacements que je vais essayer de faire. S'il y a des amis en Belgique qui veulent me revoir, faites-moi signe, parce que bon j'ai déjà été quelques fois en Belgique, et puis je me dis que j'ai peut-être fait le tour, j'en suis pas certain, mais je me dis s'il y en a d'autres qui ont envie de me voir en Belgique, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire que vous aimeriez bien que je refasse un passage. Et puis sinon je vais essayer Canada, Québec avec grand plaisir là-bas. J'ai vraiment envie d'aller les rejoindre, parce que là les Québécois, les Canadiens, vous êtes vraiment hyper en avance comparé à nous en France, en Suisse et en Belgique concernant le développement personnel, concernant la compréhension de toutes ces choses-là, la conscience et tout. Donc je me réjouis d'aller bosser avec des gens qui sont aussi bien en avance et bien éveillés. Je suis en train de passer à un endroit, il y a un arbre qui s'est pété la gueule. Il a cassé toutes les barrières. Et je m'en mêle dedans. Donc, voilà. Ouais, j'en ai assez dit. Panier de bisous. Portez-vous bien. Et puis prenez soin de vous.